Donc, ben voilà, je suis devant vous. Mon Dieu, ça fait déjà 2 ans que je m'étais présenté aux Amis de la Terre en étant super motivé, puis je voulais m'impliquer, puis j'avais envie de pouvoir peut-être partager ce que mes recherches m'avaient amené à découvrir. Et dans le fond, à travers tout ça, j'ai pas travaillé comme chimiste en fait. Je suis parti en voyage tout de suite après mon bac et j'ai pas vraiment travaillé là-dedans. Mais ceci dit, quand je suis revenu, j'ai été préposé aux bénéficiaires. J'ai découvert l'être humain là-dedans. Ensuite de ça, j'ai décidé de devenir monteur de ligne parce que j'ai tout le temps aimé le grand air, j'ai tout le temps aimé partir à l'aventure, puis ça m'a permis de pouvoir travailler sur des projets de transport énergétique, des projets de distribution, puis aussi en télécommunication. Et je suis aussi devenu enseignant par la suite. Et j'ai enseigné pendant 2 ans. Et suite à un accident de travail, j'ai dû cesser mon métier d'enseignant. Sur le coup, ça a été quelque chose, ça a été un grand choc, ça a créé un grand vide de ma vie. Et j'ai senti le besoin de donner un sens à tout ça et je suis revenu à mes anciennes amours, c'est-à-dire les changements climatiques, tout ce qui touchait à la science. J'ai tout été un petit garçon curieux de nature qui s'informait énormément. Et j'ai développé une sensibilité face au monde dans lequel on vit, tant au niveau social qu'environnemental. Et donc, cet accident de travail-là, ce qui m'a permis, c'est d'arrêter. De souffler puis de me questionner. En fait, c'est vraiment face à ça que je me suis retrouvé. J'avais beaucoup de questions dans la tête et j'ai ressenti le besoin de recommencer à me documenter. Puis, j'avais, à travers mes années où j'ai travaillé, que j'étais trop occupé, j'avais l'intuition qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas face à ma logique. Et donc, dans mes recherches que j'ai faites, qui ont commencé il y a 2 ans, c'est ce qui m'a été confirmé. Et j'ai ressenti vraiment un besoin de partager ce que j'avais compris. C'est-à-dire qu'il existait énormément de malentendus dans les enjeux énergétiques et climatiques. Okay? Et j'ai tout le temps parti de l'idée aussi que pour mieux comprendre un problème auquel on s'attaque, il vaut mieux comprendre ce qui l'engendre. Okay? Et je me suis donné comme lourde tâche de venir vous montrer, dans le fond, que des problèmes qui ont l'apparence complexe trouvent leur origine dans des déterminants extrêmement simples. Okay? Et j'avance aussi l'idée que d'aborder les enjeux écologiques sans tenir compte des enjeux énergétiques, ça devient futile. Okay? Pourquoi? Parce que les deux trouvent un déterminant commun, qui s'appelle la croissance économique. Et donc, à la fin de ma conférence, si j'ai vraiment bien fait mon travail, vous allez comprendre qu'il existe des déterminants qui ont transcendé n'importe quel régime politique dans l'histoire. Ça s'appelle l'énergie. Donc, je commencerai par vous dire que, effectivement, l'énergie, surtout l'énergie fossile, a façonné le monde dans lequel on vit. Okay? Les semaines de 35 heures, les études longues qu'on peut faire à l'université, la retraite à 65 ans, il y en a plusieurs qui n'ont pas fait ici. La société de services dans laquelle on vit, okay? Le pouvoir d'achat, les routes, l'étalement urbain que ça permet, le transport individuel, mais aussi collectif, le temps libre, les loisirs, la mondialisation, tout ça nous est permis uniquement parce que nous avons accès à une énergie abondante et peu chère. Dit autrement, en fait, comment je peux dire ça? J'ai oublié de faire apparaître mon deuxième point, excusez-moi. En première approximation, le PIB mondial, il dépend uniquement de l'énergie qui est disponible dans notre monde. Okay? Et donc, dit autrement, si on se retrouve devant une contrainte énergétique, nécessairement, en contre-coup, ce qu'on va avoir, c'est une contrainte au niveau de la croissance du PIB. Okay? Et dans mes recherches, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait plusieurs élus qui vivaient dans un monde en dehors de la physique. Okay? Dans mon univers à moi,
il est impossible comment je peux dire ça, de contredire Madame la physique. Okay? Madame la physique va toujours être gagnante sur n'importe quelle promesse à l'Assemblée nationale, et c'est ce que j'ai compris, et que certaines personnes semblent oublier par les temps qui courent. Donc, ça peut paraître anti-intuitif ce que je vais dire là, mais c'est effectivement le cas. Tous les pays de l'OCDE présentement subissent une contrainte énergétique. Dans le fond, ce que je fais là, c'est de vous présenter mes conclusions. Okay? C'est vraiment ce que je veux vous amener à comprendre à la fin. Donc, on vit présentement, qu'on le veuille ou pas, dans un monde qui est contraint au niveau de l'énergie. Okay? Et ce qui est encore plus troublant là-dedans, c'est qu'on comprend que même la personne la plus pauvre ici, en Occident, consomme au-delà des capacités de notre planète. Et c'est un des trucs que je veux mettre en perspective là-dedans. Okay? Une autre des questions qui se posent, c'est qu'à partir du moment où le PIB est directement dépendant de l'énergie, okay, qu'est-ce qui va se produire au point de vue social si jamais on se retrouve face à des contraintes importantes, donc des chocs, comme on a eu en 73 puis en 80, des chocs importants au niveau de l'énergie. Les Gilets jaunes, présentement, depuis le mois de novembre, sont un excellent exemple. Il y a d'autres révolutions aussi qui sont par la bande des résultats de cette contrainte énergétique. On peut parler du printemps arabe aussi, entre autres avec la Syrie, l'Égypte ou la Tunisie. Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Donc, comme je vous dis, à partir du moment où on peut avoir, on va avoir une contrainte énergétique, toute promesse qui va être basée sur une croissance de l'économie est vouée à l'échec. Okay? Pour livrer vraiment le fond de ma pensée, on n'a plus les moyens de se permettre de financer des projets qui n'ont pas démontré leur efficacité environnementale. Okay? On ne peut plus... La caractéristique d'un monde sans croissance, ça va vouloir dire que je ne peux plus habiller Alexandre sans déshabiller Normand. C'est exactement ça que ça veut dire, d'accord? On ne peut pas se permettre d'extravagance dans nos solutions qu'on va trouver. Donc, on va partir. Toute ma réflexion a été stimulée par le livre Halte à la croissance. Halte à la croissance, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est une commande qui a été faite par un club qu'on appelle le Club de Rome en 1968. Donc ça fait déjà plus de 51 ans que le thème de la décroissance a été abordé. Et donc, on a commandé, ce qui a été commandé à une équipe du MIT, en fait c'est l'équipe Meadows, qui a été chapeautée par Mme Donella Meadows et Denis Meadows, c'est de voir comment le monde allait évoluer dans l'économie capitaliste dans laquelle on vivait à l'époque en 1968. Et donc, nos amis Meadows, ce qu'ils ont fait, c'est un modèle mathématique qui allait faire une simulation de ce qu'est l'humanité. Okay? Donc, à partir de certaines opérations mathématiques, on a modélisé la croissance économique et on a commencé de 1900 jusqu'à 1970 pour voir si les modèles qu'on avait établis, les modèles mathématiques, répondaient à la réalité, et ce fut effectivement le cas. On était en plein dans les chiffres, et donc leur conclusion est assez brutale. C'est-à-dire que si nous continuons la croissance économique telle qu'on la vivait dans les années 70, selon le scénario business as usual, nous allions faire face à un effondrement de la société occidentale. Et quand on parle d'effondrement, on ne parle pas de l'extinction de l'humanité, on parle vraiment d'une chute brutale de la population mondiale, et on parle d'une chute brutale des conditions de vie pour les générations qui vont suivre. C'est vraiment la conclusion à laquelle ils sont venus. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment... faut que j'aspire. Ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que ce qu'on a là, ce graphique-là, en fait, c'est une mise à jour de ce qui avait été simulé en 1970, d'accord? Donc, la mise à jour a été faite à partir de 2012. Les lignes pleines ont vraiment été la réalité de ce qui s'est produit dans l'histoire. Et les pointillés, lignes pointillées, c'est ce qui avait été simulé
dans les différentes simulations qui avaient été faites par la fameuse application World 3 qui s'appelle. Et donc, on peut voir qu'on est quand même assez proche de la réalité simulée. Et un truc qu'il faut peut-être avoir à l'esprit de ce que le graphique-là nous dit, c'est que quand ça commence à aller bien, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Parce que c'est là que les choses vont commencer à se dégrader rapidement. Donc, ma réflexion part de halte à la croissance, part de l'idée que de trouver des solutions technologiques, de trouver, de vouloir diminuer la démographie. Présentement, on entend du monde qui disent que c'est un péché de faire des enfants. Donc, d'avoir un contrôle sévère sur la démographie et de trouver des technologies bas carbone suffiront pas à empêcher ce qui a été prévu. En fait, pas prédit, hein, c'est vraiment important. Ils n'ont pas prédit la destruction de l'humanité. Ils ont prévu que si nous continuons dans un modèle, on risquait très fortement de s'effondrer. Donc, ils n'ont pas émis une date en 2030 pour s'effondrer. C'est une simulation. Donc, je vous ai fait un petit discours un peu lignifiant. Je parle contre le capitalisme. Je voudrais commencer peut-être par vous faire une citation de Ivan Illich qui, personnellement, m'inspire énormément. Ivan Illich disait que les escargots construisent leur délicate architecture de leur coquille en ajoutant l'une après l'autre des spires une par-dessus l'autre, qui deviennent toujours de plus en plus larges. Et brusquement, il va cesser ses enroulements vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. Et pourquoi ça? Parce que s'il ajoutait un seul enroulement supplémentaire, toute la productivité qu'il gagnerait avec cette spire supplémentaire-là lui ferait dépenser de l'énergie. Donc, il dépenserait beaucoup plus d'énergie à essayer de vivre que s'il n'avait pas cette... Donc, l'idée de la décroissance, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut associer énormément à la vie de l'escargot. L'escargot choisit de limiter sa croissance matérielle pour finalement retourner vers lui-même. Et je pense que l'humanité gagne à peut-être s'inspirer un peu de ce principe-là qui a été émis par Ivan Illich. Et pour moi, cette courbe-là, qui est une courbe en fait de la croissance démographique des 10 000 dernières années, vient illustrer assez bien que vient un moment donné où il y a quelque chose qui ne va plus, et ça reflète tout ce qu'on entend dans les médias présentement. Au Québec, quand on parle d'énergie, souvent la première idée qui va nous venir, c'est l'électricité. C'est normal, on est un grand peuple qui a bâti des barrages. Si je pose la question à la majorité des Québécois, c'est ce qu'ils vont me répondre. En deuxième lieu, si je suis chanceux, ils vont me dire « Ah, c'est l'essence que je paye, que je mets dans mon char. » Okay? Donc, si on ramène ça à l'économiste, ce qu'il nous dirait, c'est que l'énergie équivaut à, mettons, 5% des dépenses d'un ménage, ce qui équivaut à 5% de son temps travaillé. Pour ma part, la vision facture de l'énergie m'amène à dire que c'est l'équivalent de si je dis votre cerveau pèse 2 poids de votre masse, donc si je retire votre cerveau, il n'y aura pas d'impact. Ce n'est pas du tout ça. Okay? L'énergie, en fait, tout ce qu'on utilise présentement dépend de cette énergie-là, de cette disponibilité d'énergie-là. Donc la vision facture est pour moi quelque chose de très limitatif dans la perception de ce que fait l'énergie dans notre vie. L'énergie, c'est d'abord une affaire de physique, OK? Puis la physique, c'est quoi qu'elle nous dit? C'est que l'énergie, c'est le changement d'état d'un système. OK? Dit autrement, dans le fond, c'est que lorsque le monde d'avant puis le monde d'après ont changé, il y a de l'énergie qui sont intervenues. D'accord? Donc, le monde, en fait, il y a de l'énergie qui intervient quand on fait des modifications de température. Si on fait des modifications de vitesse, il y a de l'énergie qui intervient. Si on modifie des formes, il y a de l'énergie qui va intervenir. Si on modifie des compositions chimiques, ça c'est une raffinerie, okay? On fabrique des bas collants, on fait des trucs avec ça, on modifie la chimie des molécules. Quand on modifie la position d'un objet dans un champ, et là je ne parle pas de votre voiture qui a pris le champ, je parle d'un champ gravitationnel, l'exemple de l'eau qui tombe, c'est un élément qui varie dans un champ gravitationnel, ou encore lorsqu'on fait tourner une turbine, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner des éléments, des aimants, et la variation du champ électromagnétique va induire du courant dans des spires. Donc, on fait varier un objet dans un champ. À une couple de
centaines de millions de kilomètres de nous, on a une grosse boule qui qui change la composition des atomes, c'est-à-dire qu'on fait de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Et ce qui est un peu plus familier pour les gens, c'est l'interaction entre la matière et le rayonnement, c'est-à-dire les simulaires ou le bronzage. D'accord? Donc, ouais, je peux faire la flèche. Excusez. Donc, pour commencer, j'ai un problème technique. Pour commencer, en fait, ce que j'aimerais peut-être vous donner comme impression, c'est de pouvoir quantifier l'énergie. Puis, je pense que commencer par notre corps, c'est quelque chose qui va nous donner une meilleure idée de ce que peut représenter l'énergie. D'accord? Donc, si je prenais un homme qui, visiblement, ne pèse pas 80 kg, mais on va dire qu'il pèse 80 kg, et que je lui mettais un sac de 20 kg avec de l'eau et quelques trucs dedans, OK? Et que je le faisais courir en montant une côte sur 2000 mètres d'altitude, ce qu'il me restituerait dans une journée, c'est l'équivalent de 0,5 kWh. Et là, je peux vous faire remarquer, j'utilise l'unité d'énergie kWh, c'est l'unité qui est la plus familière, c'est ce qu'on a sur nos factures d'électricité, d'accord? Mais le kWh, c'est une unité d'énergie comme un autre, on pourrait la transformer en mètre cube, en BTU ou autre chose, d'accord? Donc, ce monsieur-là qui a couru 2000 mètres, c'est l'équivalent de 2,3 fois le Mont-Saint-Anne, va m'avoir restitué 0,5 kWh à la fin de sa journée. Et si je lui faisais faire ça à tous les jours, une journée sur deux, en fait, durant toute l'année, ce qu'il me donnerait, c'est 100 kWh à la fin de l'année. Si je fais travailler un autre gars, que je lui fais sortir 6 mètres cubes de terre, de 1 mètre à peu près de haut, ce qui va me restituer, c'est 0,05 kWh à la fin de sa journée de travail, ce qui équivaut à 10 kWh par an. D'accord? Excusez-moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le comparer avec de l'essence. Dans l'essence, ce qu'on va retrouver, c'est environ 10 kWh. Si je mettais le feu dans mon essence, il me restituerait 10 kWh en chaleur. Par contre, nos moteurs automobiles ne sont pas super efficaces. Ils nous restituent à peu près entre 2 et 5 kWh si on est chanceux. D'accord? Et donc, dans un litre, je retrouve le travail de 10 travailleurs avec ses jambes ou de 100 travailleurs avec ses bras. C'est quand même juste 1 litre d'essence. Okay? Et si on y va au niveau du prix, je ne suis pas sûr pour le prix. Là, moi, j'ai gazé un détente la dernière fois, il est peut-être un peu plus élevé. Ceci dit, si on veut calculer le prix de chaque kilowattheure contenu dans un litre d'essence, on va arriver à environ 40 sous. D'accord? Et si je décidais de payer mon employé 20 000 $ par année, ce qui correspond à peu près au salaire minimum qu'on peut, ça fait toujours bien que notre kilowattheure rendu en une journée nous revient à 200 $. Si on le fait avec nos bras, c'est 2000 $ du kilowattheure que notre travailleur nous coûte. D'accord? Donc, c'est entre 500 et 5000 fois moins cher d'utiliser de l'essence que de faire travailler un homme. Okay? Et si je devenais un être immoral et que je décidais d'aller vers l'esclavage, d'accord? Un esclave va me coûter aussi plus cher que de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que j'engage des gars pour aller chercher cet esclave-là, le retirer de son milieu contre son gré. Après ça, il va falloir que je l'entrepose à quelque part pour l'empêcher de se sauver. Il va falloir que je le nourrisse, que je le loge. Et tout ça va avoir un coût. Et même là, un esclave, si on essaie de faire le calcul rapidement, nous revient encore plus cher que l'essence elle-même. Donc, personnellement, quand je l'ai vu de même, l'énergie que l'essence, qui est contenue dans l'essence, j'ai eu un peu plus de respect, en fait. je ne vois plus mon réservoir de 40 litres de la même façon depuis ce temps-là. Donc, nos esclaves modernes, on les a remplacés par des machines, d'accord? Et c'est ces machines-là qui nous permettent d'accomplir tout le travail, de nous offrir, en fait, le monde dans lequel on vit. On augmente notre productivité et tout se voit en fait dans justement la capacité à libérer des travailleurs, comment je peux dire ça,
un travailleur normal va nous donner une puissance de 100 watts. D'accord? Ça, c'est. En fait, juste pour te donner une idée, cette semaine, je suis allé faire du vélo, là, puis je suis quand même relativement en forme. Je n'ai pas été capable de déployer plus que 96 watts sur mon trajet. Donc, 100 watts, là, c'est quand même quelque chose. Il faut imaginer quelqu'un qui pédale pour allumer une ampoule de 100 watts pendant 1 heure. Je ne crois pas qu'il y ait grand athlète sur Terre qui soit capable de le faire. D'accord? Ceci dit, si on y va avec un tracteur, oups. Si on y allait avec un tracteur, c'est 60 kW. Donc, c'est 600 hommes qui travaillent avec ses jambes. Okay? Donc, ici, le tracteur, ce qu'on fait, c'est qu'on met un gars pour le piloter et les 599 autres s'en retournent travailler ailleurs. Okay? Si on y va avec des pelles mécaniques, c'est 100 kWh. Donc, c'est 10 000 paires de jambes qui travaillent à notre place. Un camion, 400 kWh, 40 000 paires de jambes. Un avion, on est rendu à 100 MW. Okay? Pour un avion, ça équivaut à 1 million de paires de jambes. Et ici, ce que vous avez là, c'est une presse pour presser l'acier, d'accord? Ça équivaut à rien de moins que 10 000 paires de bras en même temps qui martèlent sur des plaques d'acier pour les aplatir. Donc, si on remplaçait ces machines-là par des esclaves énergétiques, on n'avait pas suffisamment de population au Québec pour presser une simple pièce de métal. C'est quand même pas rien. Donc, il y a une raison historique à ce que nous sommes passés de l'énergie éolienne, les moulins à vent, au pétrole, au combustible fossile. Pardon? Là, on peut temps diabolique. Oui, en fait, j'ai utilisé ça parce que un des trucs, je suis un écologiste, un des trucs que je n'aime pas de la part des écologistes, c'est le fait de moraliser certains trucs, dont le pétrole, dont des choses comme ça. C'est d'oublier tout ce que le pétrole a amené de bien dans nos vies. Et on va voir pourquoi. Une des choses qui est importante aussi, c'est que souvent dans les énergies éoliennes, ce qu'on va nous dire, c'est qu'il y a suffisamment de vent sur Terre pour fournir 6 fois l'économie mondiale. Okay? Donc on nous parle en termes de quantité d'énergie, et ce qu'on oublie, c'est de parler encore à la physique. Et lorsqu'on demande à la physique ce qu'elle nous dit, ce qui compte dans le domaine de l'énergie, c'est la concentration de cette énergie-là, et non sa quantité. Puis pour vous donner l'image, si je fais une éolienne moyenne, une éolienne moyenne fait 3 MW. Okay? C'est 160 mètres de haut pour des pales d'environ 80 mètres de rayon. Et si je fais passer un vent de 80 km/h, ce qui est quand même assez un bon vent, ce que je vais avoir comme production électrique, c'est 0,15 kWh. Et ça correspond à une minuscule goutte d'essence. C'est vraiment ça la réalité. Okay? Ce qui m'amène à une chose. On nous dit que l'énergie éolienne est gratuite. D'accord? Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un a payé le dinosaure qui vit, meurt, se retrouve dans le fond d'une rivière, sédimente, se retrouve sous un continent, cuit sous la pression du continent et la température, et finalement se retrouve sous forme de pétrole? Il n'y a personne qui a payé le dinosaure. Donc, personne ne paye pour la formation d'une ressource. Ce que l'on paye, c'est le travail du gars qui a été chanceux pour être assis sur ce puits de pétrole-là, mettre un tuyau dedans et une pompe pour le sortir. De la même façon que je vais payer un homme qui va me construire une éolienne et que je vais devoir payer le gars pour planter cette éolienne-là sur son terrain pour pouvoir capter ce vent-là. Okay? Et ça nous amène à une loi fondamentale dans le domaine de l'énergie qu'on appelle la loi de la conservation de l'énergie. Okay? Cette loi-là dit qu'on ne peut pas créer ni détruire de l'énergie. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que l'homme est condamné à aller capter de l'énergie dans l'environnement, dans la nature, et la transformer pour qu'elle soit utilisable par une machine. Okay? Pour vous donner un exemple, je ne peux pas prendre mon ordinateur puis le brancher sur la première éclair qui va tomber. Ça n'existe pas. Je dois nécessairement utiliser une énergie qui a été captée à quelque part et transformée. Donc, pour nous, au Québec, on est chanceux, on a des barrages, on capte l'énergie de l'eau pour la transformer en électricité. Donc, la loi sur la conservation de l'énergie dit que je dois aller chercher de l'énergie à quelque part et la transformer en autre chose. D'accord? Donc, je vais passer cette pour arriver à ça. Donc, on parlait de l'énergie qui est gratuite.
Et justement, l'énergie éolienne, les énergies renouvelables ont vraiment la cote du côté des médias. Et une des choses que j'ai voulu m'assurer pour voir c'était quoi la réalité, c'était de voir justement quelle était, depuis l'an 2000, l'année 2000, quelle était la part des énergies dans laquelle on avait investi. Donc, qu'est-ce qui produit le plus d'énergie depuis 2000? Et c'est sans aucune compétition que le charbon arrive premier. Okay? La deuxième forme d'énergie qui s'est le plus développée en termes de puissance, c'est le pétrole. Excusez-moi, le gaz naturel. Le pétrole vient en troisième, et après ça, c'est l'hydroélectricité. D'accord? Et là, nous tombons pour l'éolienne, le solaire et une partie du nucléaire. La raison de la croyance qu'on a du fait que l'éolienne et les énergies renouvelables occupent une place plus grande dans nos vies, c'est que chaque fois qu'une éolienne est plantée à quelque part, il y a un article dans un journal qui sort. Okay? Et si on avait vraiment voulu respecter la proportion médiatique de chacune des formes d'énergie, il aurait fallu écrire 10 papiers de plus par éolienne qui a été publié, excusez-moi. Donc c'est ça. Il y aurait eu 10 fois plus de papier sur le charbon que sur l'éolien, c'est ça que tu Et dis? voilà, excusez-moi. Ouais. Je peux poser une question, pas pour discuter, on fera après avec Ouais, pour comprendre. Par de l'énergie, enfin des éoliennes, et pareil pour les barrages, et la quantité d'énergie produite. Mais est-ce que, quand vous présentez ça, vous avez soustrait l'énergie qu'il faut pour fabriquer les éoliennes, en fait, l'énergie qu'il faut pour fabriquer les barrages, et ça c'est l'énergie fossile. Tout à fait. Mais tout ce que j'ai fait là, c'est pour voir quelle puissance a été installée depuis 2000. Okay. En centrale nucléaire. Okay? C'est du charbon, c'est du gaz naturel, et ce qui produit de l'électricité, ce qu'on nous vend dans les médias, c'est ça ici, c'est l'équivalent de ça ici. Donc j'ai juste calculé la puissance installée pour voir est-ce qu'il y a un fondement réel à toute la présence médiatique des énergies renouvelables dans nos vies, finalement. Parce qu'il y a le coût, enfin vous allez l'aborder je pense, le coût de l'énergie qu'il faut dépenser pour aller chercher. C'est l'énergie grise. On appelle ça l'énergie grise en général. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, c'est un mythe que je voulais défaire en premier. Oui? Ça c'est à l'échelle mondiale. C'est à l'échelle mondiale. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je voulais utiliser le Canada comme exemple, okay, pour vous montrer comment l'énergie se déploie dans le temps. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni des statistiques. J'ai pogné ça vraiment par chance, des données sur presque 150 ans pour le Canada. Okay? Donc, ce qu'on voit là, c'est la consommation de charbon canadienne, d'accord, présentement. Donc, ce qu'on peut voir, à partir de 1877 environ, on a commencé à vraiment consommer du charbon au Canada. Et ça correspond à la première phase d'industrialisation. La deuxième phase d'industrialisation canadienne, c'est faite sur le charbon. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que présentement, la Chine et tous les pays émergents font tous leur croissance économique sur l'exploitation du charbon. Et souvent, on va être porté à les juger, à juger leur déploiement économique. En fait, on a fait exactement la même chose. Et on prendrait le graphique pour chacun des pays, la Pologne, les États-Unis, on aurait exactement le même genre de graphique qui arriverait. Donc, le pétrole, le gaz naturel et l'électricité, c'est une autre chose que je veux mettre de l'avant. On dit souvent que le pétrole, c'est l'énergie du 20e siècle. C'est complètement faux. Le pétrole, c'est l'énergie de la deuxième portion du 20e siècle. On a commencé à en consommer un peu, mais c'est vraiment à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'explosion de la consommation du pétrole s'est faite. Et pourquoi? Parce que justement, on a commencé à utiliser des machines mobiles, okay? Beaucoup de voitures, les avions, tout ce qu'on a pu sortir des usines pour les mettre dans les champs. Exemple, le tracteur est un excellent exemple, utilise du pétrole. Et 98% de ce qui roule présentement aujourd'hui utilise du pétrole. Et ça, c'est pour le Canada. J'attire votre attention ici. Tantôt, je vous parlais de décroissance forcée qui était déjà entamée. Okay? Depuis 2000, le Canada consomme environ 16% d'énergie de moins. Okay? Ouais. C'est contre-intuitif. Moi aussi, j'étais comme,
Ben voyons, mais les chiffres ne mentent pas, c'est ce que j'étais arrivé. Et c'est la même chose pour tous les pays d'OCDE. Okay? La consommation, le mix énergétique se modifie. En fait, on consomme de moins en moins de charbon. On essaie de consommer moins de pétrole, mais ce n'est pas le cas. Mais au total, la quantité d'énergie disponible par habitant ne cesse de diminuer. Okay? Et ça va avoir un impact important. Vous allez le voir un peu plus tard. Je vous ai montré le Canada. Je voulais vous montrer le monde. Pour le monde, c'est à peu près la même affaire. Chose à voir ici, OK? On a eu depuis les chocs pétroliers, la consommation d'énergie a été sensiblement assez stable. Ce qui a fait en sorte, depuis 2000, que la consommation mondiale d'énergie augmente. C'est vraiment l'arrivée de la Chine dans les pays, dans les grandes économies. D'accord? Ouais. Ton titre, là, consommation mondiale d'énergie par habitant, est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à Parce que fait. si c'est bien ça, ça veut dire que l'énergie, quand même, elle augmente énormément parce que la population, pendant le 20e siècle, est passée de 2 milliards à 7 milliards. En valeur absolue, on en consomme plus, mais si on ramène ça à la quantité disponible par habitant, on diminue. C'est quoi? Ouais, ok. Il faut le ramener quand même à ça. C'est la quantité, c'est le quota d'énergie disponible par habitant qui vient faire en sorte, qui vient déterminer la structure justement de la C'est ça, parce que si on regarde le graphique, tu sais, vite fait, on dit, bon, on consomme pas tant que ça d'énergie, ça a l'air de rester constant, mais en fait, ça reste pas constant du tout, ça augmente avec la croissance de la population. En valeur absolue. En valeur Tout à absolue. fait. Ce qui veut dire que on consomme énormément plus d'énergie, en tout cas, c'est beaucoup. On est juste plus de monde pour se séparer. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que plus il y a de monde qui en demande de l'énergie, et on a une valeur d'énergie qui est quand même relativement stable. Fait que ça veut dire que si tu as plus de monde qui veulent consommer de l'énergie, au final, tu as moins d'énergie disponible pour chaque personne. Ouais. Tu comprends l'idée? Ouais, en tout cas, c'est bon. Bon, parfait. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que ces trois grandes quantités d'énergie-là, ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. C'est 81% de la consommation d'énergie mondiale quand même. On est encore loin d'être un tout à l'ENR ou énergie bas carbone. Toutes les énergies renouvelables se retrouvent dans cette petite ligne rouge-là qu'il a fallu que je zoome un petit peu plus parce que sinon, on ne le voyait pas là, dans mon graphique. J'ai essayé d'autres couleurs, puis c'est vraiment la seule façon que j'ai pu le rendre visible. C'est la place occupée dans le mix énergétique mondial par les énergies renouvelables présentement. Donc, on est loin d'avoir une énergie qui est susceptible présentement de remplacer les autres. Okay? Et si on se met à dire qu'on veut faire décroître cette partie-là pour être remplacée uniquement par ça, ça va donner un graphique que je qualifierais de bâtard. En fait, je me demande jusqu'à quel point c'est possible de pouvoir penser remplacer tout ça par ce petit truc-là, et peut-être ça, sachant aussi qu'il n'y a plus nécessairement de force hydraulique disponible sur Terre. Okay? Et l'autre seul choix, qui est une autre énergie bas carbone, c'est le nucléaire. Donc, nos choix pour l'avenir, si on veut remplacer ces trois formes d'énergie combustible-là, résident dans l'hydroélectricité qui est limitée, l'énergie nucléaire et le déploiement massif de ça, qui, vous allez le voir un peu plus tard, requiert énormément de ressources aussi. D'accord? Donc, oui. Je le trouve intéressant aussi parce qu'on voit les 30 glorieuses ici. Puis qu'on voit qu'à partir des chocs pétroliers, la croissance s'est extrêmement aplatie. Et maintenant, à part le fait que la Chine croît et que les pays émergents croient, le PIB le PIB occidental était étroitement lié à la consommation d'énergie aussi occidentale. Et donc, si on regarde, si j'enlevais la Chine et l'Inde de tout ça, tout ce qu'on aurait, c'est un graphique plat, depuis 1980 environ. Il y a un mythe qui dit que l'électricité est une énergie propre. Donc, voici la capacité de production électrique mondiale. Okay? Présentement, 39%, presque 40% de l'électricité mondiale est produite à partir du charbon. Okay? La deuxième grande source d'électricité, ça va être le gaz naturel, suivi de près par l'hydroélectricité, le nucléaire, et il y a encore du monde qui font brûler du pétrole pour ça. Et la raison pour laquelle je vous montre ce graphique-là, c'est pour vous montrer la place privilégiée du Québec dans tout ça. Okay? Ça, c'est Hydro-Québec.
notre production industrielle avec Alcan et les autres. L'éolien. Puis en rouge, c'est les autres formes d'énergie, style biodiesel ou un peu de... Oui? Alcan est producteur d'énergie, il n'est pas consommateur. Ils possèdent des barrages sur la rivière Saguenay. Ah, ok. Tout à fait. Donc on a une partie de notre hydroélectricité au Québec qui est produite par l'industrie. Ceci dit, ça m'amène à vous dire que il y a beaucoup de gens qui tapent sur la tête des Québécois. Mais on est en très bonne position par rapport aux autres pays dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un problème d'électricité à régler. Nous. 99% de notre électricité est produite à partir de sources renouvelables. Et ça, c'est une position extrêmement avantageuse pour nous. Il faut en avoir conscience, parce que... T'as pas de l'air d'accord. Je veux dire, on est vraiment privilégiés. Nous, je suis tout à fait d'accord. Puis on peut susciter l'envie de gens qui ont des bras très costauds. Ah, effectivement. Effectivement. On peut... on n'est pas encore... On ne passera pas la soirée là-dessus, mais c'est une réalité géopolitique. Là. Sauf que l'électricité, contrairement au pétrole, n'est pas une énergie qui s'exporte très bien. S'exporte pas très loin. Fait que je vois pas l'avantage qu'un pays avec des gros bras aurait à venir nous intimider pour acquérir nos ressources alors qu'on est prêt à leur vendre. C'est mon opinion. Oh, ouais. Donc, une mini-conclusion. Utiliser de l'énergie puis modifier l'environnement, c'est à peu près la même chose. D'accord? L'énergie propre. Oh, celle-là, je ne vous l'ai pas dit, Caroline, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé d'énergie propre. C'est pas grave. De toute façon, ça n'existe pas. Ben, c'est ça que je voulais amener. Parce que tantôt, dans la définition même, puis là, c'est parce que j'étais nerveux, puis là, j'ai chuché. Dans la définition même, je vous ai dit que l'énergie, c'était de modifier l'état d'un système. Okay? Donc, par définition, on parle de modifier l'environnement. On peut voir l'énergie comme une unité de mesure qui calcule les modifications environnementales. Okay? Donc, à partir de ce moment-là, si par définition, l'énergie est égale à la modification de l'environnement et que le mot propre est laisser l'environnement tel qu'il est, c'est violer la langue française que de parler d'énergie propre. Okay? Les seules énergies propres sont propres uniquement parce qu'ils ont une présence marginale dans le mix énergétique et c'est ce que je viens de vous montrer dans le fond avec les différents graphiques que je vous ai montrés. Donc, je vous ai parlé de la loi de la conservation d'énergie qui nous impose certaines restrictions. Okay? Moi, j'avais une idée avant de connaître cette loi-là, c'était de prendre un chat, en considérant que le chat retombe toujours sur ses pattes, de prendre une beurrée au beurre de pinot, en considérant que la beurrée au beurre de pinot tombe tout le temps du côté beurre de pinot. Okay? Et ce que je m'étais dit, c'est que j'allais taper la beurrée de beurre de pinot sur mon chat et le laisser tomber autour d'un alternateur. Ceci dit, il n'aurait jamais touché sol et il n'aurait pas produit de l'énergie infinie. La loi de la conservation de l'énergie me dit que je ne pouvais pas faire ça. Okay? Ça marchait dans ma tête. Donc, plus l'énergie est diffuse et plus elle coûte cher. Okay? C'est un peu ce que j'ai voulu vous montrer tantôt avec mon graphique de l'éolienne qui produit l'équivalent d'une goutte de pétrole. D'accord? Et c'est vraiment la raison historique qui fait que nous sommes passés des énergies renouvelables aux énergies combustibles fossiles. D'accord? Donc ça, je l'ai dit. Bon, parfait. L'énergie abondante a permis de considérablement modifier la structure de l'emploi au Canada. Okay? Donc là, ce que j'ai fait, c'est un autre petit graphique que j'aime bien. J'ai été chercher la structure de l'emploi sur 142 ans au Canada. Okay? Pour vous montrer comment l'énergie abondante avait pu affecter la structure de notre société. Okay? Donc en bleu ici, c'est la proportion des habitants qui travaillent dans le secteur de l'agriculture entre 1881 et presque aujourd'hui, 2017. Les gens qui travaillent dans le secteur industriel et les gens qui travaillent dans le secteur des services. Okay? Donc, en 1881, un Canadien moyen est un agriculteur qui fait pousser des patates et des carottes. Okay? Sauf que là, le début de la consommation d'énergie fossile permet une première phase d'industrialisation qui fait donc qu'on construit des machines dans des manufactures. On fait déjà des moissonneuses-batteuses, mais sans l'équipement moteur, c'était tiré par des chevaux. On fait des outils aussi qui permettent l'amélioration de la productivité agricole. Donc déjà ici, à la fin du 19e siècle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie
à cause de l'augmentation de la productivité de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui est libérée pour s'en aller dans le secteur industriel et aussi un peu dans les services. Okay? Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des tracteurs dans les champs a permis de libérer 599 travailleurs pour en garder juste un. Donc, toute cette augmentation de la productivité-là est venue modifier très profondément le tissu de notre société. Okay? Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a uniquement 2 % de la population canadienne qui travaille dans le secteur agricole et que 78 % de la population travaille dans le secteur des services. Okay? Et les chocs pétroliers, qui ont affecté quand même notre production industrielle, a créé aussi une nouvelle classe. On voit la mécanisation. Une nouvelle classe de citoyens qui n'existait pas avant, sauf quand il y avait, à certains moments, des crises économiques importantes. C'est la classe des chômeurs structurels. Depuis les années 70, à cause que, justement, on a eu à faire face à 2 chocs pétroliers, la quantité d'énergie par habitant, comme je vous ai montré, s'est mise à stagner. On a vu apparaître des gens qui ne servaient plus à rien vraiment dans le système productif et de façon structurelle. Okay? C'est quand même assez important, historiquement parlant, là, parce qu'il faut quand même le dire qu'au 19e siècle, on faisait des lois pour empêcher les enfants de travailler, parce qu'on avait vraiment trop de jobs. Maintenant, on ne sait plus quoi faire avec. Donc, oui? Vous pouvez revenir sur le... Oui, excusez. J'extrapole et on en parlera peut-être après. Mais comme la quantité d'énergie disponible par habitant, qu'on le veuille ou non, va diminuer dans les décennies qui viennent, notre monde va redevenir agricole. Et c'est un peu à ce que je voulais en venir, okay? Avec le prochain graphique. L'idée de pouvoir illustrer ça comme ça, c'est de voir le chemin qu'on a parcouru dans un sens. Et si on se retrouve devant une contrainte énergétique, il faut peut-être voir qu'il va falloir faire une partie du chemin dans l'autre sens. Fait que ça se pourrait qu'une société à faible consommation énergétique, ça soit une société dans laquelle on va suer un peu plus. OK? On va peut-être travailler un peu plus à faire pousser nos patates. D'accord? Et une autre façon d'illustrer... Oui? Oui, je trouve la remarque vraiment fort à propos. Je voudrais ajouter entre-temps que la civilisation thermo-industrielle nous a permis de nous pencher davantage sur le savoir. Et donc, l'agriculture, je pense que l'on peut entrevoir dans les prochaines décennies, risque d'être fort différente de ce qu'elle était avant l'émergence des énergies fossiles, et notamment à développer la permaculture. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que le savoir ne nous donne pas de l'énergie. Donc, on va être capable de mieux gérer nos affaires, de trouver... C'est ça la force intellectuelle finalement, okay? C'est de nous dire comment on va faire pour déplacer un bloc d'un point A à un point B en maximisant l'énergie dépensée, mais on n'aura pas plus d'énergie. Donc il va falloir quand même, malgré tout ça, faire un bout dans l'autre sens. Le savoir ne nous permettra pas de créer de l'énergie, mais va nous permettre de faire de l'optimisation sous contrainte. Et comment valoriser au mieux le peu d'énergie dont je dispose. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Okay? Donc, on voit qu'une société qui consomme énormément d'énergie, c'est une société qui a peu de gens dans les champs et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les services. Et une autre façon, cette fois-ci statique de le démontrer, c'est un ensemble de... C'est 100 points que j'ai mis là, OK? Et c'est... j'ai classé... dans le fond, ce qu'on voit là, c'est la proportion des gens qui travaillent dans les services en fonction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que plus la société, il y a de gens qui travaillent dans le domaine des services, et plus cette société est émettrice de gaz à effet de serre. Donc, cette image-là vient faire énormément mentir les gens qui parlent de dématérialisation de l'économie. On nous dit que si on met tout le monde dans des tours à bureau, que si on a l'intelligence artificielle et l'informatique et tout ça, nous allons vivre dans une société bas carbone. Et il n'y a rien de plus faux que ça. En fait, la seule société bas carbone, présentement, c'est une société d'agriculteurs. Okay? Et c'est vraiment ce qu'on peut voir dans les chiffres.
Oui. Un proche de pays, ça? Oui, exactement. Puis le Canada, je crois qu'on est comme ici ou ici, là. Et ici, on a le Bhoutan, on a le Nigeria, des pays comme ça, ici, le Népal. D'accord? Donc, c'est vraiment une photo statique qui, pour moi, qui défait le mythe de la dématérialisation de l'économie. En fait, plus tu as de gens dans les bureaux, et plus tu vas consommer d'énergie. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont des voitures, habitent en banlieue, donc tout ça consomme de l'énergie. OK? Et en fait, ça c'est encore un autre des mensonges par omission par lesquels on manipule notre société, c'est qu'ils nous disent que les métiers du savoir à dématérialisation produisent peu de GES. Je pense qu'un ingénieur en intelligence artificielle devant son ordi qui sera alimenté par l'énergie solaire, en effet produit peu de GES. Mais par contre, en tout cas là où je m'en viens, c'est que cet ingénieur ne sera pas payé 5 sous de l'heure. Et il va avoir un gros salaire pour avoir un chalet au Mont-Sainte-Anne, une belle grosse maison dans le Québec, et puis un gros char, puis des vacances, puis des voyages en Floride. Si notre ingénieur se contentait de manger les carottes qu'il a fait pousser sous son balcon, ça serait peut-être différent. Effectivement. Mais tu sais, souvent on dit, bon, mais s'il fonctionnait avec un panneau solaire, c'est d'oublier que mon ordinateur lui-même a nécessité presque 300 kg de ressources. OK? C'est ça, là, c'est de dire, OK, j'ai 7 kg de pétrole dans mon ordinateur. Mon cellulaire, là, c'est à peu près la même chose, c'est 200 kg de ressources. Je pense que c'est quelque chose comme 600 litres d'eau qui a été utilisé pour le confectionner. Donc, on voit qu'il pèse 150 grammes, mon cellulaire, mais il a nécessité énormément, beaucoup plus de ressources. OK? Soit dit en passant, il y a juste 50% du pétrole qui est consommé sur Terre présentement qui sert au transport. OK? Le restant de 50% de ce pétrole-là sert justement à fabriquer des objets. Des plastiques, des bas nylons, des chaises, tout. Je m'excuse de couper, je demanderais juste de garder vos interventions pour la excusez, discussion. le Après, sujet est parce qu'en plus, passionnant, mais on je vais filme, me fait qu'après, pour les gens qui vont regarder la conférence, ils vont peut-être pas entendre vos interventions, puis on va sortir d'ici à minuit ce soir. Fait que je vous inviterai à noter vos interventions, vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Fait que j'accélère. Donc, toute cette énergie-là, OK, nous a permis d'aller plus vite, plus loin, plus grand, plus gros, plus fort. OK? C'est ce qui nous a permis de sortir aussi énormément de ressources de la Terre. OK? Notre consommation d'énergie et notre capacité d'extraction ont avancé ensemble. OK? Et ce que ça produit, c'est ça. OK? La totalité de notre univers a été en contact d'une façon ou d'une autre avec le pétrole. OK? Cette famille-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de sortir tous les objets de leur maison qui avaient été en lien direct ou indirect avec le pétrole. OK? Et donc, ils ont tout sorti. Pourquoi? Parce que 98% des choses qu'on fabrique aujourd'hui est transportée par camion ou par quelque chose qui est propulsé par un combustible fossile. Donc, c'est la totalité de nos vies qui est en lien direct avec les combustibles fossiles. Je veux parler de l'économie maintenant. OK? Donc, moi, à l'école, ce que j'ai vu, c'est que pour avoir une économie, j'ai besoin d'un système productif, j'ai besoin de capitaux et j'ai besoin de travailleurs. Okay? Quand je mets tout ça dans le système productif, ça me crée une production qui me génère un PIB. D'accord? Et ça, je trouve ça quand même... Ça date de M. Adam Smith, cette vision-là. Okay? Et M. Smith, ce qu'il disait, c'est que dans un système économique, il fallait tenir les ressources naturelles et l'énergie pour quelque chose qui comptait pour zéro. Okay? Ils n'ont aucune valeur parce qu'il y en a tellement sur Terre que jamais on va voir le bout. Et c'est vraiment écrit dans son livre de 1803. Okay? Et toute l'économie moderne est construite sur ce principe de base. Okay? Que les ressources et l'énergie, leur formation, en fait, ne compte pas. Okay? Donc, ce que ça nous donne, en fait, c'est qu'on nous dit que l'énergie répond à la loi de l'offre et de la demande. J'ai essayé de vérifier ça pour voir. Okay? Je suis allé chercher le prix du pétrole sur une centaine d'années en fonction du volume extrait.
Et normalement, ce que j'aurais dû voir, c'est que plus j'extrais de pétrole, et plus j'ai une courbe de prix, une droite, descendante. OK? Ça m'a donné ça. Il n'existe aucun lien entre le prix et la quantité d'énergie disponible. OK? Le prix, quand un économiste essaie de faire une prédiction économique à l'aide du prix du pétrole, tout ce qu'il est capable d'évaluer, c'est le prix du pétrole. C'est la seule chose. OK? Et dans mon univers à moi, OK, l'économie dépend de ressources. Des ressources qui ont été formées à partir des premières étoiles, les premières générations d'étoiles qui ont explosé, puis une deuxième génération d'étoiles qui ont donné naissance à des planètes avec des minéraux. Ça a donné la possibilité de la vie. La vie a formé le pétrole, le gaz naturel, le charbon. OK? Puis nous autres, on est arrivés dans ce système-là. Tout est là. Tout est gratuit. Un système climatique, des océans, des montagnes, un écosystème. Tout est là. Le cuivre, l'aluminium, et nous n'avons eu rien à payer. OK? Donc, dans mon univers à moi, j'ai besoin, pour un système productif efficace, de ressources. OK? De l'or, de l'aluminium, du cadmium, peu importe. J'ai besoin d'un travailleur. Dans le cas qui nous préoccupe maintenant, notre travailleur, c'est une machine qui est alimentée par des ressources énergétiques. Et mon capital là-dedans, c'est quoi? C'est une simple boucle de rétroaction. Okay? C'est des ressources et du travail passé. Okay? Qui, elles, vont me générer une production. D'accord? Et la façon économiste de nous dire que l'économie va se porter de temps si on est capable de prévoir les prix, je veux juste vous laisser. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ça, c'est un graphique qui n'a pas été fait par moi, mais par Jean Covici. Je le trouve intéressant. Puis ça nécessite énormément de travail. Dans le fond, ce qu'a fait Jean Covici, c'est qu'il a pris les prévisions du prix de pétrole entre 2000 et 2008, puis il a mis la courbe du prix réel. Voici comment les économistes ont réussi à prévoir le prix. Okay? Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas, donc un économiste ne peut pas prévoir le PIB futur à partir du prix du pétrole actuel. Le prix va être ce qui va être à ce moment-là. Okay? Et le seul vrai indicateur pour comprendre ce que va ressembler l'économie dans quelques années réside dans, vous allez le voir, la consommation d'énergie. Okay? Ici, tout ce que j'ai fait, en rouge, j'ai pris les variations du PIB à chaque année. Okay? Plus 3%, moins 3%, nanana, et je l'ai mis en graphique. Et j'ai pris la variation de consommation d'énergie année après année. Okay? Et ce qu'on peut voir, là, c'est que, premièrement, on a des grosses croissances au niveau des 30 glorieuses. Et là, on a les chocs pétroliers, où ce que ça va descendre, ça stagne, on reste avec des taux de croissance de 4%. Et à partir de 2000, c'est parfaitement corrélé. Okay? Et moi, je vous dis, les économistes ne voient pas les crises économiques venir parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit. Okay? Si on prend le temps de regarder à partir de 2005, okay, la consommation d'énergie s'est mise à diminuer quand même assez rapidement. Okay? Et je dis ça de même, c'est un hasard, mais quand même, c'est arrivé en 2008, la plus grave crise économique s'est produite. Et si les économistes avaient regardé la consommation d'énergie dans 2005, 2006 et 2007, on aurait été beaucoup plus en mesure de prévoir ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire le crash de la bourse. D'accord? Et je vais attirer votre attention aussi, c'est vrai, sur ces trois plateaux-là. Vous allez faire un lien tantôt aussi. Ça a un lien aussi avec notre capacité géologique à extraire de l'énergie, ce qu'on voit là. OK? Donc, l'énergie abondante nous a permis d'avoir une croissance économique qui a pu structurer notre société dans laquelle on vit. D'accord? Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Il pourrait y avoir un premier crack. Un premier crack qui serait issu d'une crise économique. Pourquoi? Parce que les ressources commencent à manquer. Les ressources tant matérielles qu'énergétiques. Deuxième crack, il pourrait être un petit peu plus fort. Parce qu'un des sous-produits de la combustion de combustibles fossiles, ça s'appelle du CO2 et ça a une certaine tendance à s'accumuler dans l'atmosphère et à réchauffer l'atmosphère. Okay? Et donc, ces deux questions
comme je vous le disais au départ, s'imbriquent les unes dans l'autre. Ils sont issus de la croissance économique. Et je voudrais peut-être aborder l'amont pour commencer, puis après ça, on va s'occuper du côté aval, c'est-à-dire les changements climatiques et les problèmes écologiques. Donc, une des choses que je me suis dit, c'est que le pic du silex, ça n'a pas dû faire si mal que ça. Okay? Mais si on commence à parler du pic de l'énergie, du pic du pétrole, on risque d'en entendre parler un peu. Puis une des bonnes façons de savoir quand est-ce que ça va se produire ou que ça a des chances de se produire, c'est de savoir quand est-ce que s'est produit le pic des découvertes. Okay? Puis le pic des découvertes, il s'est produit aux alentours des années 1965-1966. Okay? Donc, à partir de ces années-là, on a continué à découvrir des nouveaux gisements, mais à chaque fois de moins en moins importants. Okay? Et ceci dit, il faut le mettre en parallèle avec le fait que notre capacité technologique à trouver du pétrole n'a aussi, elle, cessé d'augmenter. Okay? Fait que c'est pas parce que on n'est pas bon, c'est juste parce qu'on a atteint les limites géologiques de la planète. Okay? On ne peut plus en trouver plus qu'en... En fait, on va en trouver peut-être encore des petites réserves, t'sais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque baril trouvé aujourd'hui, il s'en consomme 5. OK? Donc, c'est la réalité de ce graphique-là. Et les gens se demandent aussi quand est-ce que va se produire ce pic de pétrole-là. C'est à quelque part entre aujourd'hui et 2025. OK? On sait déjà que pour le pic du pétrole, le pétrole abordable, le pétrole de bonne qualité, ça s'est produit en 2005. Okay? On le sait avec certitude maintenant. Maintenant, les pétroles qu'on va chercher en eau profonde, exemple dans la mer Arctique, risquent d'avoir atteint leur pic d'ici la fin de l'année ou l'année 2021. Et pour ce qui est du pétrole tel qu'on le consomme en Alberta, le pétrole bitumineux, sale, le sale pétrole, on parle plutôt de 2025-2030, on n'est pas sûr. Puis en fait, la raison pour laquelle on n'est pas sûr, c'est que de faire un inventaire d'une réserve de pétrole, c'est un peu comme de vouloir faire l'inventaire d'un entrepôt en regardant à travers la serrure. Okay? C'est vraiment exactement le même équivalent. Donc, on n'a pas de certitude, mais on sait que ça va se produire. 30 minutes. Ah ouais, pour vrai? Mais mettons, max. Je vais être... Oui, c'est Si on veut parler. Donc, voici notre capacité de production de pétrole sur 50 ans. Okay? Elle n'a jamais cessé de décroître. Okay? Oui, on produit plus de pétrole en absolu, comme on en parlait. Okay? Mais lorsque on regarde les variations de croissance de cette production-là, année après année, on s'aperçoit que, mettons, dans les années 80, on était capable, à chaque année, d'en extraire 4 de plus. Maintenant, on est plus rendu dans l'ordre du 2 okay? Et quand on fait la tangentielle de ça, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on va frapper la barre du zéro. Okay? Puis c'est... à moins d'un revirement de situation, je ne vois pas quelqu'un qui va être capable de faire changer cette courbe-là. Et... Ah ben oui, c'est vrai, le début du pétrole de schiste, c'est aussi ici que ça a commencé. C'est à cause de notre crise économique, justement, qui était en partie, comme je vous ai dit, provoquée par une baisse assez radicale de la quantité de pétrole provenant de la mer du Nord. Donc, le pétrole est de plus en plus difficile à aller chercher. Et ça, c'est un puits de pétrole en Pennsylvanie. Okay? À l'époque, on avait juste à se pencher à terre, creuser avec une cuillère, puis le pétrole sortait. C'est quasiment pas exagéré ce que je vous dis là. Et tantôt, je vous disais qu'on a amélioré nos technologies pour aller le chercher parce que justement, on se retrouvait de plus en plus contraint par la géologie. Okay? Donc, c'est ce qui a amené à ce qu'on a aujourd'hui avec ce qu'il y a de plus hyper moderne, mais qui nous fait sortir de plus en plus à plus faible débit ce pétrole-là. Okay? Et la courbe de production de pétrole descend. Parallèlement, l'endettement public, lui, augmente aussi et explose. Et on le voit particulièrement avec, premièrement, ça c'est la crise, c'était la bulle de l'informatique, si je me souviens bien. Et là, on voit après ça
la fameuse crise de 2009, c'est à ça que ça nous a mené. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? C'est qu'on est face à une réalité physique que nos politiciens n'ont pas encore assimilée. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à faire des promesses qui sont basées en fait sur des prévisions économiques de croissance future. Donc, tout ce qu'on fait présentement, en ne tenant pas compte de cette réalité-là, c'est d'hypothéquer la vie de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. OK? Mais j'aimerais ça que tu reviennes, parce que tu l'as pas expliqué, là, c'est ta diapo, là, sur le... C'est ça, c'est que... Ça, c'est dans le fond, c'est la quantité d'énergie qu'on récupère pour... Ouais, les Hérois, je ne l'ai pas trop, mais je peux te répondre, il n'y a pas de problème. Ouais, non, ben moi je le sais, mais c'est parce que c'est pour peut-être le reste du monde là, qui ne catchait pas nécessairement, là... Les chiffres qu'on voit là. Ouais. OK. Dans le fond, ce qu'on voit là, puis c'est une excellente question, je voulais juste sauver du temps, mais juste pertinent. Ce qu'on voit là, c'est qu'au début du siècle, au début de l'ère du pétrole, il fallait investir un baril de pétrole pour en sortir 100 de la Terre. Okay? Et avec le temps, cet EROI-là, EROI, c'est Energy Return on Investment. Okay? Donc, un baril pour un retour de 100. Et maintenant, dans les années 70, on était plus de l'ordre de 1 pour 30. Et maintenant, c'est du 3, 5, dépendamment. Le pétrole en Alberta, bitumineux se vend à perte, on est même plus sûr en fait, de son EROI. C'est entre 1,5 et 2. Et voilà. Mais parce que de toute façon, quand ça descend en bas de 1, ça ne marche plus, là, le système. En fait, une société, une civilisation devrait avoir un EROI qui tourne autour de 13 à 14 si elle veut être permaculturable. Hein? Excuse-moi. Ça prend un EROI de 13 à 14 pour pouvoir faire de la permaculture. Non. Pour pouvoir assurer la permanence de sa civilisation. Ah, ok. Rentabilité sur Ok. l'énergie qu'on a. En fait, c'est un terme que j'utilise, là, permanente. Permaculture, en tout cas, peu importe. Ouais, j'ai compris, merci. Donc voilà l'endettement public face à cette, justement, réalité-là que je vous ai... Ouais, ça fait ça. Face à cette réalité-là. Et donc, ici, je vous ai montré, c'est exactement le même graphique que tantôt, mais uniquement appliqué aux États-Unis. OK? Donc, on a la variation du PIB et la variation de la consommation d'énergie qui a une tendance descendante. OK? Et ces incertitudes-là nous amènent à ce genre de populisme-là. OK? On peut aller n'importe où dans le monde et on revoit à peu près le même phénomène. Si on va en Europe, ce qui nous a amené au Brexit, et plus récemment au Brésil, qui est comme un petit peu plus facile à voir, je trouve, ça nous a amené l'élection de l'ultra-fasciste, M. Bolsonaro. Excusez, j'espère pas choquer personne parmi nos opinions. Il est loin d'être gauchiste, Québec solidaire, on s'entend. Donc voilà, donc des politiciens qui n'ont pas conscience de l'aspect, de la réalité physique du monde dans lequel on vit, qui pensent pouvoir redéfinir la réalité à partir de ce qu'ils pensent. Ça nous amène à ce genre de phénomène-là. Et ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que le monde démocratique dans lequel on vit peut survivre à une contrainte énergétique? Je ne le crois pas. OK? Je ne le crois pas de la même façon que je ne crois pas qu'un monde est compatible dans un monde à 2 degrés et plus avec la démocratie. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je tenais en fait à faire cette conférence sur les enjeux énergétiques et climatiques, parce que souvent je considère que dans le domaine de l'écologie, on va accorder beaucoup d'importance à tous les aspects de décarboner l'énergie, mais on va pas se poser la question de justement qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là et qu'est-ce qu'on va faire si justement on veut s'en passer. T'sais. Décroître, ça veut dire que justement on n'aura pas le choix un jour de ne plus avoir cette énergie-là, mais alors dans quelles conditions on va vivre? Et je trouve que les 3 derniers graphiques que je vous ai emmenés portent énormément à réflexion. Oui? Expliquer, vous pouvez revenir sur le graphique lié à la dette publique. Oui. Est-ce qu'il est juste de dire que, à un moment donné, lorsque, pour soutenir un taux de croissance et donc une augmentation du PIB, l'énergie disponible, vous l'avez dit en introduction, étant en déficit par rapport à cet objectif de croissance, la seule manière de soutenir cette croissance, c'est de s'endetter. Je veux dire, et en consommant aujourd'hui
des revenus futurs hypothétiques. En fait, c'est plus que des revenus futurs, c'est des ressources futures. C'est ça, ce que fait un État. Oui, tout à fait. Mais avec la limite que ça a. Ben, comme toute chose à une limite, effectivement, Ce qui s'est passé en Grèce, par d'où exemple. l'idée de halte à la croissance au départ. Je crois que si on ne tient pas compte de ça, ce qui nous attend de façon logique, c'est un effondrement. C'est tout, et ce n'est pas d'être pessimiste d'avancer cette idée-là. Meadows a déjà lancé je sais pas, un SOS. Il a dit maintenant, je crois que c'est en 2008 qu'il a lancé un cri d'alarme en disant maintenant, selon lui, l'effondrement n'est plus évitable. C'est l'année passée qu'il dit ça. C'était l'an passé. Ouais. Et il a dit ben, maintenant que les gens conscients s'y mettent, une bonne chance pour les autres. Tout à fait. L'idée, c'est de comment ça va se passer. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. J'avais fait ça, c'est un dessin que j'avais trouvé que je trouvais ça cool, puis je me disais, si j'expliquais à mon fils ce que je viens de vous expliquer, comment je lui expliquerais ça, et ce serait à peu près ça, OK? La croissance économique, c'est la grosse voiture qui va de plus en plus vite, et la contrainte énergétique, c'est le mur, OK? Et la capacité de réaction entre les deux, ben, c'est le résultat des trois graphiques sur Trump et M. Bolsonaro, et ainsi de suite. Donc, on a vu qu'il existe un lien certain entre la physique et l'économie, que la première condition d'une croissance dans l'économie, ça va être vraiment la quantité d'énergie qui va être disponible. On a vu aussi que nos politiciens doivent reconnaître cette situation, cette réalité physique-là qui est la nôtre maintenant, et que s'ils ne réagissent pas, il va y avoir des conséquences graves pour tout le monde. À partir du moment où le pétrole occupe une part importante dans nos économies et que celui-ci est pour la plupart du temps importé, nous devons faire en sorte le plus possible de rendre nos économies le plus indépendantes de ces sources d'énergie produites à l'extérieur. Okay? Donc, pour le Québec, on aurait tout intérêt à développer nos sources d'énergie locales plutôt que d'en importer. Okay? Et comme je vous ai déjà dit aussi, je vous l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, on est déjà dans une contrainte forcée. Okay. Maintenant, l'affaire, c'est est-ce que nous pouvons faire le choix, est-ce qu'on va être suffisamment sage pour faire le choix de gérer cette décroissance-là? C'est la seule et unique façon d'arriver à se libérer du pétrole et aussi à maintenir un niveau de vie suffisamment acceptable, le plus démocratique possible. D'accord? Donc ça, c'est mes premières conclusions pour ce que le bout de politique et énergie. Je vais passer tout de suite au changement climatique, parce que c'est un autre bout qu'on a tendance à un peu pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Okay? Cette carte-là, c'est la carte climatique de l'Amérique du Nord. Donc, une carte climatique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce sont les écosystèmes qui vont s'installer naturellement si l'homme n'est pas là pour les détruire. Okay? Forêt continentale humide, les plaines, et whatever. Okay? Et si on enlève 5 degrés Celsius, ça nous donne la carte de l'Amérique du monde, finalement, d'il y a 20 000 ans. Okay? C'est-à-dire quoi? Une calotte glaciaire de 4,5 km au-dessus de Québec. Okay? C'est 5 degrés Celsius qui nous séparent de cette période glaciaire-là. Okay? Et lorsque le climat s'est mis à se réchauffer à cette période-là, il se réchauffait de 0,1 degré par 100 ans, ce qui nous fait 1 degré par 1000 ans. Et donc, pour arriver dans le climat quand même assez cool dans lequel on vit présentement, ça a pris 5000 ans. Okay? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 semaines, il y a Oranos qui est sorti avec le ministère de l'Environnement du Canada pour nous dire que dans le nord canadien, on avait pris 2,3 degrés depuis 1948. C'est à peu près 1000 fois plus rapide que le réchauffement naturel. Et on trouve encore des climato-sceptiques comme M. Duverger à AudioX pour nous dire que c'est une invention oui, il y a des changements climatiques naturels, mais les facteurs naturels ne sont pas suffisants pour expliquer ça. Okay? On est vraiment en train de se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est le chemin en arrière. On peut essayer de s'imaginer ce qui va se passer en avant avec plus 5 degrés Celsius. Pour vous aider à l'imaginer, je vais prendre mon propre corps, qui normalement est à 37,5 degrés. Okay. Si je fais de la température à 39 degrés,
39,5. Je suis 2 degrés au-dessus. À 39,5, ma bombe peut vous le dire, je deviens un gros bébé. Et je ne suis pas vraiment endurable. À 41,5, il n'y a pas un être humain ici qui est capable d'endurer ça. C'est sûr qu'on va se rendre à l'hôpital. C'est trop. À 42,5, ce qui correspond exactement à 5 degrés de plus que ma température corporelle normale, à 42,5, mes organes internes se mettent à se liquéfier. Okay? Je suis littéralement en train de mourir. C'est un peu le même phénomène qui s'applique au système Terre. Okay? Le système Terre réagit à peu près de la même façon. Pour certains, il y en a qui vont dire « 5 degrés, il n'y a rien là, on est capable au Québec de vivre des écarts de 15 à 20 degrés Celsius. » Mais là, on parle d'une échelle beaucoup plus grande et cette quantité d'énergie-là qui va être absorbée par ces 5 degrés Celsius-là, il n'y a pas personne, en fait, présentement, qui est capable de prédire ce qui va se produire. Okay? Donc, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec 5 balles dedans. Il nous reste une case qui est libre et qui... voilà. Donc, 5 degrés, comme je disais. On parle de changement. On parle de changement au niveau de la température. On parle de changement au niveau, justement, que ce n'est pas un changement égal. Okay? C'est un changement, le changement climatique, il va se produire beaucoup plus au nord et dans les latitudes au sud. Et ça implique aussi probablement une montée du niveau des mers. Une variation importante au niveau de la répartition des précipitations. Et ce bout-là est extrêmement important. Ici, voyez-vous, c'est la carte prévisible des futures migrations massives qu'il va y avoir. Okay? Et ça est lié énormément à ça. Je vais vous le montrer maintenant. En plus gros, ce qu'on voit, okay, c'est que les zones plus tropicales vont s'assécher littéralement. Et ici, on a le bassin méditerranéen. Okay? Il a été vraiment le théâtre d'une des premières scènes qu'on peut vraiment associer au changement climatique. D'accord? Entre autres, la révolution du printemps arabe en 2011 okay? En est un excellent exemple. Puis pour vous l'illustrer, je vais utiliser la Syrie. La Syrie okay, est un cas extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui avait des ressources pétrolières. En 2003, ils ont atteint leur pic de pétrole et la production a diminué rapidement, ce qui a eu comme conséquence d'arrêter l'entrée de revenus dans le pays. Okay? Et donc, en même temps, les précipitations se sont mises à diminuer radicalement, de presque 30%, ce qui a amené un choc agricole. Okay? Et donc, à partir de ce moment-là, la Syrie a toujours été un pays autosuffisant. En rouge, c'est, dans le fond, la production agricole, et en bleu, c'est la ligne de la croissance de la population. Et on voit on le voit bien ici, à partir de 2005, la production agricole s'est mise à chuter radicalement. Et donc, on est allé sur les marchés internationaux pour importer du blé. Changement climatique encore. En 2010, la Russie connaît sa plus importante sécheresse de son histoire, qui l'a obligé à fermer ses frontières à l'exportation de blé. Okay? Ça a eu un effet dévastateur sur les marchés internationaux. La Syrie s'est retrouvée à ne pas être capable d'importer suffisamment de blé pour alimenter sa population. Le printemps d'après, le monde sont sortis avec des armes et ils ont essayé de renverser le gouvernement, comme on a pu le voir. Ce phénomène-là s'est produit en Égypte, il s'est produit en Tunisie et on a eu à peu près le même phénomène au Libye. Okay? Soit dit en passant, l'Algérie et le Maroc n'ont pas tombé. Pourtant, ce n'est pas les régimes les plus démocratiques présentement. Mais pourquoi? Parce que les deux avaient des ressources financières d'une manière ou d'une autre ou des ressources agricoles qui ont pu compenser ces effets-là. Okay? Mais si on voit présentement en Algérie, ça ne va pas super bien. Donc, ils commencent à rencontrer des limites aussi, eux autres, de cette contrainte énergétique-là. Okay? Ouais. Donc, 2 degrés, il n'y a rien là. En 2015, quand on a signé les accords de Paris, on s'est fixé une limite dans les émissions qu'on voulait avoir. En fait, on s'est dit, on se donne comme barème 2 degrés Celsius. Si on dépasse 2 degrés Celsius, ça n'ira pas, donc on s'engage pour ça. Et pour se limiter à 2 degrés Celsius, on s'est doté d'un budget carbone. Donc, il est assez simple à comprendre. Ça, c'est jusqu'ici, c'est ce que nous avons émis depuis le début de l'ère industrielle en CO2. Okay? Et si on veut limiter la température à 2 degrés Celsius, pour bien comprendre, ce qu'on a à faire,
c'est de revenir ici, 2 degrés, et on extrapole ici. Et on se rend compte que tout ce qu'on a le droit d'émettre jusqu'en 2100, ce sont 1000 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires. Ça équivaut à peu près à ce qui a été émis depuis 250 ans. En fait, le 500 supplémentaire, le 500, on a émis ça depuis 1750, et nous avons le droit d'en réémettre un autre dans un contexte de croissance économique et aussi de population croissante. Non, OK. Donc, c'est un graphique qui a l'air sensiblement complexe, mais qui est quand même relativement à comprendre, parce que finalement, on se dit, c'est quoi l'objectif? Si c'est 3, ben, ça nous donne un petit peu plus de lassitude. Disons, on peut, mais... OK, j'ai presque fini en plus. Donc, le budget carbone nous amène à vouloir dire, voici l'équation qui nous permet de calculer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un graphique qui est quand même une équation qui est quand même relativement simple. Dans le fond, si on veut connaître la totalité du CO2 émis par une société, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa population et on divise son produit intérieur brut par personne. Okay? On le multiplie par l'énergie nécessaire pour générer 1 $ de PIB. Okay? Et on le multiplie par le contenu CO2 de son énergie. D'accord? Ça a l'air... c'est une belle équation parce qu'elle nous permet de pouvoir mettre des images. Si on voudrait réduire l'élément de ce côté-là de l'équation par 3, ce qui nous amène à notre budget carbone, bien, on peut agir sur différentes variables ici. Okay? Si on décidait d'agir sur la population, on pourrait y aller radicalement, ça donnerait probablement quelque chose qui ressemble à une guerre. Okay? On diminue la population et effectivement, ça aurait un effet direct sur nos émissions de gaz à effet de serre, elles diminueraient. On pourrait agir aussi sur les richesses disponibles par personne, qui, selon moi, sont la seule et unique solution dans cette équation-là. Parce qu'ici, les gens, souvent, ce qu'ils nous disent, on va augmenter notre efficacité énergétique. C'est d'oublier que depuis 1990, au Québec en tout cas, on est 35% plus efficace qu'on l'est. Donc, ça nous prend 35% moins d'énergie pour générer 1 $ de PIB. On peut encore augmenter ce côté-là, mais c'est ça. On va pas le diviser par 2. Pardon? Non, je dis, on va pas le diviser par 2. On va pas, non, c'est ça, c'est ça. Je joue à la marge. Et diminuer le contenu CO2, ça nous appelle à peut-être se poser la question de c'est quoi l'empreinte de notre désir de vouloir diminuer notre empreinte écologique. Okay? Et c'est à ça que j'arrive. Parce que si... ça, c'est l'étape de consommation. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que nos principales sources d'émissions sont le charbon, les centrales électriques. Et ensuite de ça, on a le transport qui, finalement, n'occupe pas une place tant importante que ça à l'échelle mondiale. C'est l'agriculture, en fait, qui est le principal poste d'émission de gaz à effet de serre si on combine avec la déforestation. Okay? Pourquoi? Parce que la déforestation nous amène, on fait de la déforestation pour rajouter de la surface cultivable. Donc, l'agriculture devient le plus grand poste émetteur de gaz à effet de serre. Ouais. Est-ce que l'élevage de bétail est là-dedans? Tout à fait. Ouais. Dans l'agriculture? J'ai mis des vaches pour... Okay. Effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on émet. Maintenant, on coupe où? Tu sais, on peut couper dans les transports, on peut tout se mettre en char électrique puis voyager en avion électrique ou whatever, mais ça reste toujours bien 14% de nos émissions de gaz à effet de serre mondiales. On peut bien couper le charbon, mais qui c'est qui va aller dire aux Indiens qui sont vraiment pauvres, tu n'auras pas le droit de vivre un minimum comme moi? C'est ça qu'il faut penser. On va l'empêcher de pouvoir acquérir une partie de notre qualité de vie que nous, on a. Après ça, le restant, c'est le défi qu'on a, c'est où c'est qu'on coupe. On a beau vouloir être plein de vertus, on coupe où? Et la réalité québécoise est un peu différente. Parce qu'au Québec, effectivement, ce qui occupe la première place dans nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport, et le transport individuel. Le transport des marchandises arrive en deuxième, mais c'est surtout au niveau de l'industrie de la production. Et qu'est-ce qu'on produit au Québec? On produit énormément d'aluminium. On produit
du ciment, on produit beaucoup de métaux qu'on transforme et la transformation des métaux génère en elle-même énormément de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas tant l'utilisation du pétrole, dans notre cas, c'est nos procédés industriels qui font. Donc, je vous le dis, au Québec, même si je mets tous mes chars électriques, il me reste encore, si je veux atteindre le 50%, il me reste encore du travail à faire. Où c'est qu'on va couper? Et c'est la question qui est posée. T'sais. On a beau avoir plein de vertus, plein de super bonnes intentions, mais c'est à qui qu'on va couper? Les fameuses solutions. Donc, ça, j'ai vraiment vu ça pour de vrai, un char électrique branché sur une génératrice. Les solutions reposent énormément sur la technologie, OK? C'est ce qu'on nous propose. Sur les technologies, les énergies renouvelables. On parle de miser sur le transport en commun. Sur la technologie, comme on disait tantôt, des matérialisations de l'économie et surtout la croissance de l'économie. Maintenant, en vertu de tout ce que je vous ai dit tantôt, est-ce qu'on peut encore penser que l'économie peut nous sauver? C'est sans tenir compte que les énergies décarbonées sur lesquelles on demande de nous sauver derrière reposent elles aussi sur l'extraction. Exactement la même affaire que notre pétrole. Donc on fait juste déplacer un problème vers un autre. Okay? Et pire encore, ces solutions technologiques d'énergie renouvelable reposent sur le pétrole. On ne sait pas faire de panneaux solaires sans pétrole, on ne sait pas faire de barrage sans pétrole, on ne peut pas faire d'éoliennes sans pétrole. Et je ne peux pas faire, encore une fois, un cellulaire sans pétrole. Ça reste. Et donc, c'est ça. Il faut voir c'est quoi notre empreinte à vouloir diminuer notre empreinte. Ça, c'est le tableau périodique. Okay? Pendant presque toute l'histoire de l'humanité, on a utilisé 6 matériaux du tableau périodique. Présentement, on en exploite 86. Okay? 86. On a pratiquement vidé les 100 premiers mètres de la croûte terrestre de tous ces métaux. Okay? On est rendu à aller creuser vraiment beaucoup plus en profondeur. Et en plus, les technologies sur lesquelles on veut fonder notre transition sont elles-mêmes, comme vous le voyez, beaucoup plus. En fait, ça, c'est un graphique qui nous montre la complexité des technologies et la quantité de ressources qu'ils ont besoin. Et plus on s'en va vers des technologies plus modernes, exemple le photovoltaïque, et plus celles-ci sont gourmandes en matériaux de la planète. Okay? Donc, on va arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, mais on va détruire la biodiversité, on va détruire les écosystèmes, on va tout détruire. C'est exactement ça qui est en train de se passer en Chine et un peu partout dans le monde. Et on nous parle aussi d'économie circulaire. Dans les implications avec le mouvement zéro déchet, c'est un truc que j'ai entendu énormément, l'économie circulaire. C'est notre capacité à recycler les métaux. Okay? Si on nous parle dans l'économie circulaire qu'on va être capable d'utiliser des matériaux et de les retourner dans le système en les récupérant. Présentement, un des métaux qui est beaucoup utilisé dans nos technologies s'appelle le titane. Okay? Et le titane, dans ma tête à moi, servait à fabriquer des coques de sous-marins nucléaires. Ça servait à faire des trucs solides. Okay? En fait, 95% du titane sur Terre est utilisé pour faire des pigments de peinture, pour faire des bas qui puent pas, pour faire des vêtements de sport. Okay? Donc, moi, je demande aux gens, on crée des nanoparticules de titane pour les mettre dans ces trucs-là, pour peu importe les propriétés. Et maintenant, on nous parle d'économie circulaire. Je vous dis comment on va faire pour aller chercher ces particules de métaux-là qu'on utilise. Et tous les métaux, c'est à peu près ça. On les utilise soit sous forme d'alliage, ou on les place dans des trucs tellement dispersés que finalement, la récupération devient impossible. Pour vous donner un exemple concret de ce que je dis, pour récupérer du titane dans la peinture, c'est l'équivalent de prendre une boule de pâte, de mettre une pincée de sel dedans, et après ça, je vous demande de récupérer chacun des grains de sel dans ma boule de pâte. C'est exactement la même chose. Donc, quand on me parle d'économie circulaire, j'ai un peu de misère à embarquer là-dedans. Je suis sceptique. Et donc, pour pallier à nos problèmes énergétiques, on va aller chercher des métaux qui, eux, demandent de plus en plus d'énergie à extraire et ont aussi des conséquences de plus en plus visibles sur l'écosystème terrestre. Okay? Et ça, c'est selon moi l'aspect le plus noir de notre croissance présentement, c'est l'exploitation des êtres humains dans le monde.
Présentement, au Congo, on va chercher du cobalt. Le cobalt, c'est nécessaire à mon téléphone, c'est nécessaire à mon ordinateur, et tous vos petits chars qui parlent, qui culent avec des trucs, des écrans, contiennent du cobalt. Et ce cobalt-là, présentement, il y a 40 000 enfants au Congo qui travaillent à l'extraire, à le laver. Okay? Les êtres humains travaillent dans les pires conditions, et c'est justement une des facettes pour moi de la transition énergétique du capitalisme vert qui est présenté présentement, qui est la pire et la plus négligée de toutes. Donc, la prise de conscience de tout ça m'amène à peut-être vouloir reconsidérer la possibilité d'un développement durable comme étant plutôt finalement une fausse promesse qui n'a vraiment pas livré la marchandise. Okay? Depuis que le développement durable est une idéologie en place, c'est-à-dire en 1988, on a vu les émissions de gaz à effet de serre augmenter de 55%. Les écarts entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi grands. Donc, toutes les promesses, mises à part celle de faire de l'argent, du développement durable, n'ont pas été respectées. Et c'est en ça que je considère que la décroissance devient la seule et unique solution, mais pas une décroissance infinie, parce que ce que je crois qu'il faut viser, c'est une décroissance de nos capacités pour permettre à d'autres de pouvoir croître un peu. Puis peut-être finalement atteindre un juste milieu où ce qu'on va pouvoir vivre dans j'aime bien le terme permaculturel, où ce qu'on va avoir développé une culture de la permanence. OK? Et voilà. Merci.